À l'époque gallo-romaine, Palu n'existait évidemment pas. En revanche, l'agglomération où se trouve Albertville maintenant existait déjà. Et on pense qu'elle était placée à l'endroit du poste de douane de Ad Publicanos, sur la grande route romaine de Milan à Vienne. Vienne en France, bien entendu. Donc, cette voie romaine descendait le cours de l'Isère jusqu'à Montmélian, après être passée par le Petit Saint-Bernard. À l'endroit d'Albertville, elle arrivait à une petite agglomération qui s'appelait Ad Publicanos, donc, c'est-à-dire la ville des publicains. Les publicains étaient des percepteurs placés sur la route à l'endroit de la frontière. La frontière, c'était celle entre la Gaule romaine, autrement dit la province viennoise, capitale Vienne, et le petit état du peuple des Ceutrons, autrement dit les Alpes de Tarentaise. Cette agglomération de Ad Publicanos était un poste frontière et aussi un carrefour sur la route. En effet, sur cette route romaine, la grande route romaine, il y avait un carrefour qui descendait sur deux directions. C'est-à-dire la principale allait sur Montmélian et Chambéry, puis ensuite vers Vienne. La voie secondaire partait vers Ugine, vers Faverges et vers Annecy, puis Genève. Évidemment, le carrefour, il nous intéresserait de savoir où il était. Naturellement, il n'y a rien qui atteste du carrefour antique maintenant, seulement des hypothèses des historiens actuels. Donc, on pense que pour gagner Ugine, la voie actuelle, la route actuelle du fond de la vallée de l'Arly était inenvisageable parce que les crues de l'Arly ont toujours été un danger public. Donc, il fallait éviter à tout prix les alentours de l'Arly. Donc, dans ce cas-là, il fallait passer plus haut, c'est-à-dire sur la colline de Palu. Et pour ça, il fallait monter à Palu. Pour monter à Palu, il y avait deux itinéraires différents. L'un qui existe toujours, même s'il n'est plus utilisé, qui montait depuis le bout de la rue de Genève à Albertville, qui montait direct sur Palu, arrivant vers le château et l'église. Et puis, à l'époque romaine, il devait exister un autre itinéraire qui devait faire le tour par la Croix de l'Orme, et au hameau de Pertuis, il devait monter sur la colline en direction du hameau de l'Étrat, ensuite prendre la piste carrossable qui était celle des Charles, et puis de la voie chemin de Pierre Taillé. Ensuite, elle descendait vers Ténessol, mais Ténessol, pas l'église, qui est un peu plus haut, mais qui permettait d'arriver au hameau de l'Épinier. L'Épinier qui doit faire la frontière entre Marteau et Ténessol. Et de là, elle cheminait en fond de vallée, quoique sur le bord de la vallée, par Marteau jusqu'à Ugine. À Ugine, elle traversait la Chaise pour aller sur le versant au soleil et ensuite traverser du côté de Nancy par Sonnet et Marlan. Alors depuis Ad Publicanos existait une voie locale que l'on ne connaît que par hypothèse, qui était un raccourci entre l'emplacement d'Albertville et celui de Faverges. Faverges, à l'époque, c'était une station routière appelée Casuaria. Donc, ce raccourci montait vraisemblablement par des pistes qui sont plus indiquées ni utilisées maintenant, sauf par endroits. Alors, il y en a une qui pouvait passer par le Villard, puis ensuite monter directement par les Belons et le village de Mercury. Et l'autre pouvait passer par le gué du Chiriac à Hédier et monter jusque vers les Quatre Chemins de Gémilly, puis ensuite Plancherine, et puis le col de Tamier. Ensuite, bien sûr, la descente se faisait localement, on ne sait pas exactement, mais dans l'ensemble, on sait que ça descendait le long de la vallée entre Tamier et Settex. Alors, une voie romaine, pour nous, qui avons à l'école appris que les voies romaines étaient faites de dalles
soigneusement taillées, se présentent d'une façon qui n'existait en général pas dans le paysage romain. C'est-à-dire que les voies dallées demandaient d'abord d'avoir des pierres schisteuses, robustes, et une main-d'œuvre non moins robuste pour les tailler. Or, à Albertville, il n'y avait pas de bonnes pierres, et surtout pas schisteuses. Donc, la route, quelle qu'elle fût, était une route en cailloux, placée de champs, c'est-à-dire que comme ça, l'eau pouvait passer à travers, s'infiltrer dans le sous-sol, et puis ensuite recouverte par cailloutis, cailloutis et gravier. Comme c'était pas très costaud, eh bien, ça faisait les passages des charrettes faisaient des rainures, et même assez profondes, un peu comme les tracteurs forestiers. Et donc, on les rechargeait avec des pelles, comme des cantonniers pourraient le faire maintenant. Bien sûr qu'il y avait des voies pavées dans le monde romain, mais en général en ville, parce que là, il y avait beaucoup de circulation, et que dans les villes, on trouvait beaucoup plus de pierres schisteuses et robustes. Alors, il existait certainement des endroits localisés où la route était pavée. Pavée, pas des petits pavés comme maintenant, non, mais des grandes dallées, disons. Parce que le nom que l'on donnait à cette époque-là, qui était via strata, s'est conservé pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à notre époque, mais sous le terme lettra. Lettra avec un T à la fin ou un Z, qui figure bien dans le paysage. Or, en Savoie, il y a des dizaines de lettras qu'on connaît en général pas. En revanche, on en connaît un à Palu, qui est le hameau qui se trouve entre celui de Pertuis et le chef-lieu de Palu. Donc, il y a toute chance pour que la voie romaine ait passé par cet endroit-là. C'est une chance qui n'est pas une obligation, parce qu'il y a en Savoie des lettras qui passent en plein Beaufortin, ou bien on a du côté de Val d'Isère, et on ne sait pas vraiment quelle voie romaine ça pourrait recouvrir. En revanche, on n'a pas retrouvé de vestiges de leur emplacement, à deux exceptions près. L'une qui se trouve dans la plaine de Conflans, qui est une voie au pied du versant rocheux, qui était surélevée pour éviter les crues de l'Isère, mais qui est dans son dernier état a été utilisée par la voie d'origine médiévale, la voie sarde. Quant à l'autre, qui existe, qui est vraiment gallo-romaine, qui est très mal visible parce qu'elle est au fond de la gorge du Sieix, en Tarentaise, elle est encore visible, mais elle a été très dégradée par des explosions de sabotage de la voie en 1944. Alors des voies comme celle-ci, ça aurait pu paraître défier le temps et les siècles. Alors il y a des cas où ça a défié les siècles. Par exemple, la voie qui montait depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu'au Petit Saint-Bernard était extrêmement utilisée et entretenue parce que c'était le seul passage qui était assez dangereux. Donc il devait y avoir une armée de cantonniers. Alors elle est encore pavée, mais le pavage doit dater du 18-19e siècle. Et elle a été utilisée jusqu'au début du 19e siècle. Parce que la route actuelle par la Rosière est assez récente et on en connaît bien la date. Elle a été faite vers 1860, autant qu'il me souvienne. En revanche, du côté d'Albertville et du Gine, ou de Grésy, on ne connaît aucun endroit où l'on peut voir la route d'origine. Et c'est bien dommage. Autre question. Que pouvait-on bien transporter à l'époque gallo-romaine sur ces voies? Eh bien, naturellement, on n'en sait pas grand-chose parce qu'il n'y a qu'un auteur qui est jugé digne de lui d'aborder des questions aussi communes. Mais considérant les ressources du pays, qui étaient montagneux et qui étaient assez rudes, on ne trouve pas grand-chose. Mais on peut essayer déjà de déterminer ce que les gallo-romains de la région d'Albertville et des montagnes voisines pouvaient vendre. Que pouvaient-ils donc extraire de leur propriété ou de leur milieu naturel qui était vendu à l'intérieur de la Gaule ou bien même du côté de l'Italie? Eh bien d'abord les produits de la forêt, du bois, des bois intéressants parce qu'il y en a quand même toute une panoplie, feuillus et conifères, des bois durs, des bois tendres, des bois pour faire des outils, pour faire des charrettes, faire des maisons.
qui étaient descendus par des animaux ou bien par flottage. Mais ça, c'est une hypothèse, bien sûr. On n'a pas trouvé de traces dans les documents. Les produits du bois, c'était du miel, par exemple. Ah oui, ce qui était important, c'était la poix. La poix, POIX, qui était destinée à poisser les amphores contenant du vin, parce que ça leur donnait un certain goût qui permettait de conserver le vin pendant plusieurs mois. Autrement, le vin tournait assez facilement. Or, la région de la Comte de Savoie était une région productrice de vin. Ça aussi, c'est une hypothèse, parce que finalement, on n'a pas trouvé de traces. On pense qu'il y avait là l'ancêtre de la mondeuse, qu'on appelait pas mondeuse, bien sûr, mais que l'on cultivait déjà. Donc, des produits de la forêt, des produits de culture, des céréales, du blé, du seigle, des produits animaux, avec de la viande, de la laine, bien sûr, et puis des produits laitiers. Le Beaufortin produisant un fromage bien connu du monde gallo-romain que l'on appelle le Vatusicum, sans que l'on puisse avoir trouvé le site ou le village ou la vallée qui produisait le Vatusicum et qui s'appelait Vatusa. Mais c'était un fromage qui était très estimé à Rome. Alors il y en avait peut-être d'autres en parenthèse, ou alors était-ce le même, on ne sait pas. Mais c'est un fromage qui était vendu et transporté soit sur des animaux de bas, soit en charrette, soit sur des bateaux qui descendaient l'Isère. Parce qu'il y avait un trafic de bateaux sur l'Isère, à destination de la mer. Ce trafic commençait à Albertville. Jusque-là, le courant et les berges ne rendaient pas possible. Alors il faut aussi évoquer l'extraction dans l'intérieur des Alpes, de Tarentaise notamment, de marbre, au pluriel, de marbre de couleur. Il y en avait des violets du côté de Tignes, il y en avait des gris, toujours exploités à M, ou bien des marbres veinés, qui étaient très estimés par les Romains, et que l'on, sauf le marbre d'M, qui n'est plus, ou plutôt de Villette, qui n'est plus exploité maintenant. Bien sûr, on ne peut pas oublier les minerais, parce que la Maurienne et la Tarentaise produisaient des minerais, notamment de cuivre, dans de multiples endroits, des minerais de fer aussi, et peut-être de l'or ou de l'argent, mais du plomb sûrement. Plomb, argent étant mêlés, comme ça a été exploité jusqu'au XIXe siècle. Ne pas oublier le sel, et du sel qui venait de sel gemme, de sources salées, notamment celle qui se trouvait à Salins, qui existe toujours, c'est là qu'il est exploité par les thermes de Salins, ou bien à Bourg-Saint-Maurice, au Roc d'Arbonne. Roc d'Arbonne, c'est une supposition, parce qu'on ne sait pas s'il était exploité à l'époque gallo-romaine. Ça m'étonnerait qu'il ne le fût pas. Dernière petite précision, qu'est-ce qui circulait comme engin de transport sur ces voies romaines? Le plus simple, et sur des pentes raides, mais aussi sur la voie normale, c'était des animaux de bas, c'est-à-dire des mulets, des chevaux, plutôt des mulets, parce que le mulet est un animal qui est important en montagne, où il n'a pas le vertige, et puis des bœufs pour tirer les charrettes, parce que les grosses charrettes étaient tirées par des bœufs, plus qu'avec des chevaux. Alors on évoquera au passage que ce sont des sujets qui ont suscité beaucoup de controverses parmi les archéologues, parce que les chevaux étaient attelés avec des colliers, mais qui serraient le cou. Donc, ils permettaient de tirer des poids assez faibles. Le poids d'une charrette était limité à 500 kg. Et à 500 kg, c'est vite atteint. Donc, il fallait plusieurs animaux et c'était quand même assez difficile, d'autant que les pentes des côtes étaient assez raides. Exemple, la côte qui montait depuis Saint-Sébastien jusqu'à Conflans, qui en descendait de la même manière. Alors pour les bœufs, le système d'attelage était, comme il a toujours été depuis 2000 ans, un joug qui était attaché sur les cornes. Donc les animaux étaient lents, mais ils tiraient de façon régulière et ils tiraient de façon durable. Ils étaient beaucoup plus endurants. Alors ces charrettes-là étaient des charrettes à 4 roues. Et l'on sait que comme les Romains n'avaient pas de charrette à roues avant directrice,
Dans les endroits rocheux et surtout escarpés, ils taillaient des rigoles pour les roues, de façon à ce que la charrette ne sorte pas de ces rigoles et n'aille pas se jeter dans le courant, dans la pente. C'est au XIIe siècle seulement qu'on a inventé le collier d'attelage, le collier qui porte sur l'épaule, et les fers à chevaux également.